Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, l'affaire Sarkozy, je crois que j'en ai parlé un petit peu. Est-ce que la condamnation, est-ce que le fait de l'avoir mis en prison est excessif? Alors je vais vous dire, il y a plein de gens qui s'amusent à dire oui, vous avez qu'à lire les 400 pages du procès-verbal pour voir l'affaire, il est coupable, on a les preuves, etc. Apparemment, il y a des gens qui l'ont lu, les 400 pages, mais qui ont l'air de dire que oui, il y a des éléments sur lesquels il a été condamné, mais sur d'autres, ce qui est considéré comme étant le plus grave, a été condamné pour association de malfaiteurs, mais il a fait appel. Vu le nombre de politiciens qui ont été condamnés pour des fraudes, pour des détournements de fonds publics, pour association de malfaiteurs ou trucs comme ça, mais qui n'ont jamais été mis en tôle tant qu'ils ont fait l'appel, non, bah là, Sarkozy est foutu en tôle. Je pense que oui, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte, il y en a qui se sont dit, voilà, ça y est, on va se le faire, le petit Sarko. Et évidemment, tous les haineux de Sarko sont en train de se palucher dessus. Enfin voilà, je veux dire, au moins le laisser en liberté jusqu'à l'appel, et puis à l'appel, vous confirmez la condamnation, et puis vous l'envoyez en tôle, et puis voilà. Puis au moins comme ça, c'est clair, net et sans bavure. Là, très clairement, on sent bien que... Mais de là à en faire tout un pataquès, etc., j'ai l'impression qu'en fait, ça fait jaser, ça fait parler, ça fait du sujet médiatique, médiatico-politique. Bah oui, parce que vous avez quand même des gens de droite aujourd'hui, ou même d'extrême droite, qui disent, oh là, s'il y a des juges qui commencent à flinguer des politiciens parce qu'ils ne peuvent pas les blairer, bah à la limite, oui, il y a Marine Le Pen qui doit passer au mois de février de l'année prochaine pour son appel là. On a envie de dire, ça se trouve, peut-être que ça va pas servir à grand chose parce que finalement, elle sera inéligible. Enfin, ça rejoint donc un petit peu ce dont je vais vous parler parce que j'ai sur X, j'ai jouté avec un LFiste, un insoumis. Alors, le problème, c'est que, évidemment, il a commencé par essayer de me cataloguer. Mais je lui dis, mais attendez, moi, le commentaire que j'avais fait, c'était en fait des questions. Je posais des questions, mais des questions, évidemment, relativement ironiques, sur le fait de penser, imaginer, rêver, mais est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'on peut le faire dans la réalité au vu des moyens matériels, financiers, humains, institutionnels? Voilà, j'avais 4 questions qui tournaient un petit peu autour de ça. Et là, oui, mais la France insoumise fait des propositions, blablabla, etc. Et il commence à me dire, oui, vous, alors je dis vous, ça veut dire quoi, vous? Je mets vous entre guillemets. Bah, vous êtes très clairement un droitard. Je dis, ah bon? Le fait de poser des questions structurelles, c'est d'être de droite. Et il me dit, oui, de toute façon, vous êtes... Je dis, non, moi, je suis pas un droitard. Moi, je suis clair. Moi, je suis pour la révolution. Moi, je suis pour le coup d'État sous commandement civil. Moi, je suis pour une réforme complète de la Constitution, c'est-à-dire la création d'une nouvelle République. Et je dis bien une nouvelle République, pas la 6e. Alors là, déjà, comment? Oui, mais justement, c'est ce que la LFI... Ah, ça y est, il commence à me faire la promo de la boutique. Alors, je vous mets le lien, machin, lisez, machin, etc. Donc le truc, le LFI, je l'avais déjà lu avant. Et après, il me dit, oui, alors si vous êtes
Si vous n'avez pas le courage de lire, je vous mets des résumés. Je dis non, c'est bon, je l'ai lu, il y a longtemps. Et moi, il y a un truc, la 6ème République, non. Si c'est la 6ème République, c'est quoi? C'est changer une virgule et 2 points. Et elle me dit non, on veut changer le mode de scrutin. Je dis ah bon? Et là, il commence à me dire oui, parce que le problème, c'est l'abstention. Ah, tu admets qu'il y a un problème de légitimité parce qu'il y a de plus en plus d'abstention. Et là, il me fait un petit peu la promo. Et je lui dis, c'est bizarre, mais vous avez à peu près le même projet que François Asselineau. François Asselineau, il considère que toute élection, on doit atteindre 50% plus 1 du quorum électoral, c'est-à-dire inscrit. C'est-à-dire que si tu as 100 personnes qui sont inscrites, mais que tu as 48 ou 45 personnes qui ont voté, l'annulation, direct. Et tu réorganises des élections. Et Asselineau, il va plus loin, c'est que tous les candidats, puisque si on n'atteint pas plus de la moitié du quorum des listes électorales, ça veut dire que les candidats ne sont pas convaincants. C'est-à-dire que les candidats n'ont pas su attirer les gens dans les urnes. Donc, les candidats, interdiction de se représenter. Tu présentes quelqu'un d'autre. Ou tu remodifies ton programme, etc. Tu fais une autre proposition. Et là, il me dit, oui, c'est exactement la même chose que ce qu'on propose, etc. Non. Et là, il commence à lâcher un truc où là, je l'ai coincé. Il me dit, oui, puis de toute façon, il faut mettre en place un système qui oblige les gens à aller voter. Pardon ? Je dis, mais ça veut dire quoi, obliger les gens à aller voter ? Il dit, oui, on pourrait mettre en place un système de telle manière à ce que les gens aient une validation du droit d'aller voter et que s'ils ne votent pas, soit on leur fait un rappel à l'ordre, soit on les punit d'une amende, soit on les condamne à faire un stage de citoyenneté. Et là, je dis mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de me parler d'un crédit social ? C'est-à-dire que si tu es un bon élève, tu as le droit d'eux. Si tu es mauvais élève, tu es puni. Non, c'est pas du tout ça, mais vous rendez-vous compte, l'abstention, c'est un problème. Je dis, mais attendez, l'abstention, c'est pas un problème. L'abstention fait partie de la démocratie. La démocratie, c'est la liberté de choix. La liberté d'aller voter ou de ne pas voter. Si tu votes pas, on va te dire, oui, c'est pas citoyen, c'est pas responsable. Si, justement. Quand tu vas pas voter, c'est parce que tu n'es pas intéressé. Pourquoi tu n'es pas intéressé ? Parce que tu n'as pas envie de voter pour des guignols. Donc à partir du moment où tu n'attires pas l'attention, tu n'attires pas la curiosité du citoyen et que finalement le citoyen ne vote pas, attention, je parle des citoyens qui sont inscrits sur les listes électorales. Parce qu'il y a aussi les Français qui ne sont plus inscrits sur les listes électorales. Mais à partir du moment où vous êtes inscrit sur les listes électorales et que vous avez une élection, évidemment que moralement, institutionnellement, c'est bien d'aller voter. À la limite, si tu n'as pas envie de voter, tu votes blanc. Mais vous savez que nous avons aujourd'hui en Occident des sociétés de consommation. Donc dans la société de consommation, vous avez des individus qui aujourd'hui se disent « ouais, de toute façon, moi je vote plus parce que ça me fait chier, parce que de toute façon, je préfère aller à la piscine, je préfère aller au bord de la mer que d'aller me faire chier dans un bureau de vote. » Bah oui, pourquoi ? Pourquoi des gens réagissent comme ça ? Pourquoi les Français d'origine maghrébine se sentent pas concernés par les élections ? Sauf si ils font partie d'une communauté, ils font partie d'une organisation, d'une association qui va évidemment aller les pousser ou même organiser
le déplacement vers le bureau de vote pour qu'ils aillent voter. Enfin bref, tu as le droit de vote, mais tu as la liberté de t'en saisir, comme tu as la liberté de t'en foutre. C'est ça la démocratie. Charge aux politiciens, charge aux idéologues de sensibiliser pour attirer les gens dans les bureaux de vote. Donc ça passe par des projets politiques, ça passe par des idées, ça passe par des promesses aussi. Mais le mec de la LFI, il me dit non, ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Si, ça a à voir. C'est-à-dire que vous voulez sanctionner, vous voulez mettre une contrainte sur la citoyenneté, sur le vote électoral. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, en logistique, vous mettez en place un système qui permet d'identifier si des personnes inscrites sur les listes électorales ont bien été votées ou non. On peut déjà le savoir, puisque quand vous allez voter, il y a un émargement. Et on fait une statistique en définissant combien de personnes se sont présentées aux urnes et ont voté, c'est-à-dire ont mis un bulletin dans l'urne. Peu importe si c'est pour tel ou tel candidat ou s'ils ont voté blanc, ça, on n'en sait rien, puisque le bulletin est anonyme. Mais au moins, on peut savoir si les gens qui sont inscrits sur les listes électorales ont bien voté. Donc là, pour la statistique, c'est ce qui permet de définir l'abstention, c'est-à-dire définir sur 100 personnes d'une liste électorale, si vous en avez 49 qui se sont déplacés et qui ont voté, ça veut dire qu'il y en a 51 qui ne se sont pas déplacés. Donc vous avez une abstention de 51%. C'est la démocratie. Donc à partir du moment où dans le peuple vous avez une abstention qui atteint les 55 ou 60%, dans ce cas-là, ça veut dire que la proposition politique n'est plus bonne ou n'est pas convaincante. Sauf que comme on est dans des guerres idéologiques, des guerres de clochers, et qu'on n'est plus dans de la politique politicienne, mais dans des luttes de pouvoir, évidemment que ça dérange, on va dire, ceux qui voudraient avoir une légitimité, parce que c'est ça le problème. Quand vous avez un président qui est élu à 58%, comme c'est le cas pour Macron, mais que vous avez un taux d'abstention de 65% ou 67%, évidemment que ce n'est pas légitime. Parce que ça veut dire qu'il y a 67% des gens inscrits sur les listes électorales qui ne se sont pas exprimés. Et donc par conséquent, c'est plus de la moitié du peuple, en droit et en âge de voter, inscrit sur les listes électorales, qui ne s'est pas exprimé et qui n'est pas convaincu par ni l'un ni l'autre des candidats. Mais le système est ainsi fait que l'abstention n'est pas prise en compte dans la sélection naturelle démocratique de la victoire ou de la défaite d'un candidat. Donc à partir de là, si vous voulez, là je l'ai coincé parce que je dis mais non. Il me dit non, ça n'a rien à voir. Je dis mais attendez, c'est très chinois finalement. En réalité, vous voulez une soviétisation de la société. C'est-à-dire contrôler les gens. Et si vous contrôlez les gens pour savoir s'ils vont voter ou s'ils ont voté ou s'ils n'ont pas voté, par extension, pourquoi se gêner pour autre chose? Est-ce qu'ils disent des choses bien, des choses pas bien? Est-ce qu'ils vous critiquent? Ou est-ce qu'ils votent pour le Rassemblement national? Et pareil, quand il me dit oui, mais je lui dis, puis c'est pareil. Le problème, c'est que je crois que je lui avais dit oui, comme par exemple en 2022, en candidat, comment on appelle ça, candidat affirmé, annoncé,
déclarés, voilà, candidats déclarés, il y en avait 101 en 2022. Alors évidemment, après il faut passer le cap des 500 signatures, les 500 parrainages. Et là évidemment c'est là que ça se corse. Et je lui dis ça se corse pourquoi ? Parce que la logique de la chose c'est justement d'éviter d'avoir trop de candidats, ce qui à un moment donné est ingérable dans le débat démocratique. Donc on fait une élimination naturelle par 500 partenariats, parrainages. Sauf qu'on le sait que des maires subissent des pressions pour ne pas avoir la liberté de donner son parrainage à qui il veut. Il faut absolument qu'il donne le parrainage au candidat du parti sous l'étiquette à laquelle il a été élu. Un candidat, un maire qui a été élu sous étiquette socialiste doit impérativement, obligatoirement donner son parrainage au candidat socialiste. C'est pour ça que souvent des maires qui se font élire, souvent sous des étiquettes divers droite, divers gauche, sans affiliation à des partis de premier plan, c'est eux qui subissent le plus de pression. Parce que comme ils ne sont pas affiliés ou encartés dans les partis majeurs, en général, c'est eux qu'on va essayer de dissuader de voter pour... si tu es divers gauche, tu dois voter pour le candidat socialiste. Et le lendemain, tu as les gens de la LFI qui disent oui, vous devez voter pour Mélenchon. Ne votez pas pour les traîtres. C'est là tout le problème. Et donc, je disais à cette personne, quelle garantie vous avez qu'il n'y a pas à un moment donné un détournement ? Parce qu'il me dit oui, il faut remplacer ça par une commission qui validerait des candidats ou des candidatures et blablabla, etc. Ouais, mais je lui dis, mais tu mets qui dans les commissions ? Parce que regarde déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, quand il y a des commissions, c'est déjà le bordel. Puisque normalement, il doit y avoir une parité. Sauf que des fois, sur certains sujets, on va vouloir essayer de mettre plus de candidats ou de députés d'un bord plutôt que d'un autre. Ou alors on va faire des alliances. Les renaissances vont se mettre du côté des macronistes, etc. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas une pluralité de se dire il y a une commission pour décider telle ou telle personne a le droit d'être candidat. Non. Il me dit oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est le peuple qui doit décider. Je dis oui. Mais dans ce cas-là, tu admettras que... Ouais, mais il y a les primaires. Primaires ouvertes dans chaque parti. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être encarté, tu peux décider... Bon, sauf que, je ne sais plus, les socialistes qui avaient fait le coup, oui, si tu veux participer à la primaire sans être encarté socialiste, c'est 5 €. Je crois que c'est les socialistes qui avaient fait ça, il me semble. Je ne sais plus. Enfin... Et puis, on va être d'accord. Même si tu organises une primaire ouverte, hors parti, c'est-à-dire que chaque parti présente un candidat et le peuple décide par on met un quota de 500 000 signatures par exemple, mais le mec je lui disais, mais c'est pareil, 500 signatures, c'est l'outil plus parfait pour frauder. Le truc des signatures, des pétitions, etc. Regardez, quand vous faites, vous, des pétitions et que vous pointez la gueule enfarinée en disant « Ouais, regardez, on a fait une pétition, il y a 100 000 personnes qui ont signé, ouais, génial, ouais. » Il y a De Villiers qui fait une pétition aussi. Ah ouais, mais non, mais c'est bizarre, parce que De Villiers, il y a des signatures, on a l'impression que c'est des signatures qui ont été faites par des gens payés. Donc vous admettez que ce système n'est pas fiable, qu'il y a de la fraude. Donc voilà, alors à chaque fois, je disais, mais j'essaie de lui faire comprendre. Je dis, la démocratie, c'est pas
c'est pas une vertu absolue. Il y a un champ libre où il y a un risque. Et le risque, c'est en effet, à un moment donné, dans les rouages de la démocratie, qu'il y a certains rouages qui ne marchent plus, et donc par conséquent, forcément il y a des conséquences, forcément il y a des dommages collatéraux, forcément, alors si en plus vous rajoutez la volonté politique d'essayer d'amoindrir l'intérêt du citoyen, de s'intéresser à la vie politique, etc., on essaie de conditionner les gens à leur prémâcher des idées, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui vous avez des Français qui, dès qu'on leur parle de souveraineté, etc., c'est de l'extrême droite, c'est du facho. Mais quand tu demandes à ces gens de développer, il n'y a plus personne. Parce qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de raison gardée, il n'y a pas de libre arbitre chez ces gens. Ces gens sont conditionnés. Ces gens sont lavés du cerveau à une facilité de répéter des choses qui leur paraissent humaines, droits de l'homiste, par la peur aussi. Il y a des gens qui, par la peur de l'extrême droite, la peur du néonazisme, la peur du racisme, de l'islamophobie, etc. Par la peur, on peut contrôler les gens. Et à un moment donné, je lui dis, mais de toute façon, Rassemblement National ou LFI, c'est kiff-kiff bourricot. Leur fonction est exactement la même. C'est de faire une représentation des extrêmes dans un débat politique qui, de toute façon, est adoubé. C'est-à-dire que même si demain vous avez une personnalité qui décide d'ouvrir un parti, de créer un parti avec des idées cohérentes, des idées réalistes, des idées qui sont compatibles, et surtout, alors en plus, si jamais on vous dit oui, il faut sortir de l'Union européenne, cette personne-là ne sera jamais adoubée. Regardez Asselineau, depuis combien d'années il a créé son parti ? Il a réussi quand même à avoir 500 signatures en 2016 ou 2017. Mais en 2022, on l'a squeezé. On l'a squeezé pourquoi ? Parce que son petit parti commence à avoir un gain d'intérêt. Donc il faut absolument l'invisibiliser. Et si par malheur on est obligé de l'inviter dans des médias mainstream, on va faire en sorte de le ridiculiser. La tactique, elle est... avec en plus un dédain des journalistes en plus, tu sais. Et donc finalement, à chaque fois, il essaie de me sortir un petit peu des arguments en disant oui, mais vous comprenez, si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Je dis, mais c'est pas la question qu'on n'y arrivera pas, c'est que vous n'y arrivez pas déjà. Donc parce que vous êtes coincé dans une sorte de matrice où vous savez pertinemment qu'il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à la politique, qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter en leur âme et conscience. Et donc tout d'un coup, vous voulez essayer d'imposer aux gens. Rappelez-vous ce que Caron avait dit dans l'émission C'est à vous en 2022. Il faudrait peut-être imaginer de créer une sorte de test. Donc tu passes un test d'institution, un test civil, de citoyenneté. Et si tu réussis le test, tu as le droit de voter. Si tu ne réussis pas le test, tu n'as pas le droit de voter. T'imagines un outil comme ça entre les mains de gens comme la LFI, ou même le Rassemblement National, ou même n'importe quel parti d'ailleurs. Vous imaginez le truc ? C'est une sorte de totalitarisme. Un totalitarisme où tu utilises des outils, où tu peux manipuler des outils, où tu peux modifier, transformer des outils pour t'en servir contre une partie du peuple, parce que ce peuple, de toute façon, ne votera jamais pour toi. Donc, tu l'écartes. Il faut savoir que ça, c'est ce qu'a fait Hollande, c'est ce qu'a fait Macron, avec la loi de sécurité, de lutte antiterroriste, qui était l'état d'urgence terroriste. Vous avez certaines lois de cet état d'urgence qui était l'état d'urgence temporaire, limité dans le temps, qui devait être normalement renouvelé par le Parlement, mais qu'à un moment donné, le Parlement il dit « non, on ne peut pas vous laisser continuer
appliquer, à vous servir de ces lois. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont institutionnalisés. Maintenant, c'est des trucs qui sont rentrés dans la loi. Et Macron, pareil. Et ils ont fait la même chose avec l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire certains textes de loi, ils les ont fait rentrer dans les institutions. Et c'est comme ça. Évidemment, c'est pas TF1, BFM, CNews ou France Télévisions qui vont vous dire ça. Regardez en Grande-Bretagne, c'en est réduit à un point où maintenant il déboule chez les gens parce que les gens ont eu le malheur de dire un truc qu'il ne fallait pas sur un réseau social. C'est le contrôle de masse. Ça s'immisce petit à petit. Les piliers sont posés. Sauf que la personne avec qui j'ai débattu hier, il n'avait pas l'air de bien comprendre ça. Surtout, il n'avait pas l'air de comprendre qu'il militait pour un parti qui, de toute façon, est un parti fantoche. C'est un parti qui joue le rôle d'un parti d'extrême gauche, tout comme les RN jouent le rôle d'un parti d'extrême droite, pour donner l'illusion, pour donner le spectacle de la démocratie. Mais en réalité, si tout d'un coup, tu as quelqu'un qui lève le doigt en disant « Voilà, moi je propose ça, moi je propose demain de mettre des lois de rentabilité, de productivité et de crédit dans la fonction publique. Je veux une loi qui demande et exige la justification de toutes les dépenses faites sur le dos du contribuable. » Putain, mais le mec qui dit ça, mais on va lui fouiller son trou du cul pour savoir qu'est-ce qu'il a fait de mal pour le balancer aux médias. Et même si le mec c'est un saint, on va créer, on va inventer. On va le traîner devant les justices, devant les tribunaux. Et vous savez, vu le temps que ça met à enquêter, machin, etc., vous savez le nombre de gens qui ont été incriminés, qu'on a dit qu'ils avaient violé, qu'ils avaient agressé, qu'ils avaient fait du harcèlement sexuel, qu'ils étaient des pédophiles, etc., ou qu'ils avaient eu des propos antisémites. Ça met des années, puis tout d'un coup, le tribunal, le tribunal dit, mais non, relax, parce qu'on n'a rien, il n'y a rien de probant. Vous vous souvenez de ce candidat, cette personnalité du Rassemblement national qui avait tweeté un truc apparemment, qui était un truc très antisémite ou quelque chose comme ça, qui avait été balancé par je ne sais plus qui d'ailleurs. Et son procès a eu lieu et la justice, tout simplement, a dit non, en fait. Le propos qu'il a tenu était un propos qui avait une certaine consistance, mais qui ne démontrait pas que son propos était un propos antisémite. Bon. Est-ce que vous avez vu les médias en parler? Est-ce que vous avez vu les médias en disant tout compte fait, monsieur machin du Rassemblement national a été relaxé dans la condamnation, qui disait qu'il avait tenu des propos antisémites, etc. Boum. Mais pendant ce temps-là, vous avez des gens qui sont encore convaincus qu'eux-mêmes avaient installé une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais attendez, je mets un petit peu la caméra sur le côté parce que là il y a des flics. Et si les flics voient que je suis en train de filmer avec ma main, parce que là il y a un truc Halloween, si vous arrivez à voir, voilà. C'est une petite fête d'Halloween pour ce week-end. Donc évidemment, c'est cadré par la police. Même un petit événement comme ça, il y a toujours la police. On ne sait jamais. Il peut se passer quelque chose de grave. Il peut y avoir des tarés. Et oui, de toute façon,
La démocratie est quelque chose de pas parfait. Comme on dit souvent, on n'a pas mieux. Ce qui est vrai. Donc il faut savoir accepter les imperfections, et même des imperfections qui, à un moment donné, vont donner la puce à l'oreille aux acteurs de la démocratie, que peut-être il va falloir changer le braquet, que peut-être il va falloir changer le système, il va peut-être falloir changer les règles du jeu, parce que les vieilles règles ne fonctionnent plus. C'est-à-dire, la démocratie, normalement, elle doit donner des indices, le peuple donne des indices, que peut-être il va falloir changer, réformer, modifier, prendre les choses sous un angle différent pour qu'elle fonctionne, cette démocratie. Mais à partir du moment où la démocratie est entre les mains de gens qui ne veulent pas que les choses changent, parce que eux, évidemment, ils en tirent du profit. Hein, vous savez, c'est comme toutes ces associations. Si demain tu leur dis, moi je veux faire des économies avec la dette, j'abroge la loi 1901 sur les associations, alors là, tu as tout le monde dans la rue. Parce que tu as une grande partie de Français qui aujourd'hui dépendent des associations. Palpent des associations. Donc à partir du moment où quoi que tu fasses, de toute façon, tu porteras préjudice toujours à l'intérêt de quelqu'un. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit non, c'est bon, je vous laisse dans votre univers, machin, au revoir. Mais voilà, le mec il est resté poli, pas d'insultes. Il avait commencé un petit peu à essayer de me cataloguer, limite, il était peut-être à la limite de me dire que j'étais d'extrême droite, mais je pense qu'il a mis du temps avant de comprendre que je vivais plus en France, que je vivais aux États-Unis. Évidemment, il m'a lâché, oui, vous êtes un pro-Trump. Non, je suis pas un pro-Trump. Déjà, je vote pas, je suis pas citoyen américain, donc j'en ai rien à foutre. Enfin voilà, mais c'est amusant de temps en temps d'avoir quand même des gens avec qui tu peux débattre, même si tu sens bien qu'il y a des moments où ça coince. À des moments, tu as un argumentaire tu sens qu'ils ont pas d'argument. Alors je lui dis, mais ce que vous proposez, c'est très bien, mais c'est irréaliste. C'est limite utopique. Ou alors, il faut faire une révolution. Un coup d'État. Et là, vous aurez l'opportunité de placer tout ce que vous voulez. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous laisse mes idées sur la question. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas même à expliquer peut-être vos expériences avec ces fameux et les fils. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bougez au pied du milieu.